Mais d'abord, donc, les annonces de Jean Castex, ce que l'État français déploie pour accueillir les réfugiés ukrainiens avec Fabien Recker. Ils sont désormais 26 000 Ukrainiens arrivés sur le sol français depuis le début de la guerre. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex cet après-midi à l'issue d'une réunion interministérielle place Beauvau. Notre premier sujet est bien sûr celui de l'accueil et de l'hébergement de ces personnes. Je voudrais souligner le formidable élan de solidarité et de générosité des Français eux-mêmes, puisque 91 000 places d'hébergement particulier ont été proposées à ce jour. D'ores et déjà, nous venons cet après-midi d'adopter un schéma national d'accueil et d'hébergement proposant au moins 100 000 places d'hébergement pour nos amis ukrainiens. Des réfugiés qui se voient accorder un statut de protection temporaire par l'Union européenne. À ce jour, la France a ainsi accordé 10 500 autorisations de séjour. Le gouvernement insiste sur l'accompagnement des réfugiés. Plus de 2 400 enfants ukrainiens sont déjà accueillis dans les écoles et 8 000 places vont être proposées dans les universités. D'après le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, plus de 3,5 millions de personnes ont désormais fui l'Ukraine. Voilà, quel accueil à long terme pour ces familles, pour ces réfugiés ukrainiens, quel impact sur la campagne présidentielle française. Les deux grands thèmes de ce débat avec Ayam Suro, bonsoir. Bienvenue, vous êtes philosophe, présidente de l'association Pierre Claver qui se consacre à l'intégration des réfugiés en France par l'enseignement de la langue et de la culture française. Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le président de France Fraternité. J'accueille également Gérard-François Dumont, géographe, professeur à l'université Paris-Sorbonne, directeur de la revue, je vais trop vite, Population et Avenir. Et vous publiez Géographie des populations, c'est aux éditions Armand Collin. J'accueille également en duplex David Robert, qui est le directeur général de Singa France. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir Laetitia, à mes côtés comme tous les mardis et jeudi, et vous serez là aussi demain. Voilà. La France est-elle à la hauteur de cette crise migratoire? C'est le premier thème que je vous propose d'aborder. Et avant de vous entendre, ce sondage publié pour France Télévisions, réalisé par Ipsos et Soprasteria, 83% des Français répondent oui à la question « Faut-il accueillir des réfugiés ukrainiens en France ?» Et puis ces chiffres, je les rappelle, fourni par le gouvernement, 26 000 personnes déjà recensées, c'est ce que Jean Castex annonçait tout à l'heure, et puis cette capacité d'accueil à 100 000 réfugiés. Ayam Suro, comment, je vous voyais écouter avec attention le Premier ministre, comment vous réagissez en entendant ces chiffres et ces mots employés par Jean Castex? La réalité est extraordinaire. Les mots de M. Castex sûrement aussi, mais la réalité est plus extraordinaire. Je crois qu'on ne peut pas ne pas saluer l'élan très inattendu des Français. Nous sommes au sortir d'une crise de pandémie où nous avons calculé chaque geste, appris la prudence, etc. 2 années de ça, 2 années de masques, de solitude, d'isolement, de méfiance, etc. Nous sommes au milieu d'une campagne électorale où énormément de peurs ont été remuées de manière assez dégoûtante. Et en fait, les Français sortent parfaitement indemnes de 2 ans d'épidémie et de cette campagne. Ils ont montré une vertu, une fraternité absolument extraordinaire et spontanément. Et il faut d'abord la saluer. Ouais, et il va falloir. Jean Castex qui remercie les 91 000. Il est précis dans les chiffres. C'est absolument merveilleux et il n'y a rien d'autre à dire que ça. Bon. C'est merveilleux. Ouais. Maintenant, ce que dit le Premier ministre, sûrement aussi, c'est ça son schéma national, c'est que une fois que cet élan national est là, une fois que la société civile a exprimé quelque chose, il s'agit pour les associations, pour le gouvernement, d'accompagner, de soutenir, d'aider la société civile. Et on va y revenir évidemment. Et ce sera détail. Nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Pierre-Henri, ce mouvement-là, ces 91 000 Français qui se sont proposés pour accueillir des réfugiés ukrainiens, est-ce que la France a les capacités d'accueil, j'allais dire, sans eux? Vous voyez ce que je veux dire? Où on en est de nos capacités d'accueil des réfugiés et est-ce qu'il y avait de la place, quoi?
D'abord, je crois qu'effectivement, il faut saluer à la fois l'émotion qui s'est emparée des opinions publiques européennes à la suite de l'invasion russe. Et puis, il faut examiner réellement ce qu'est cette mobilisation. 91 000 propositions de logement, c'est beaucoup. Maintenant, il faut aller regarder de près quelle est la qualité véritablement de ces logements, surtout si, par malheur, le conflit devait durer. Aujourd'hui, vous avez un dispositif national d'accueil qui prend en charge aussi bien demandeurs d'asile que réfugiés de toute nationalité, qui fait plus de 100 000 places et qui est totalement saturé. Oui. Et donc, si la guerre devait durer, si la voie diplomatique n'amène pas à un cessez-le-feu et à un retour des populations, sans doute serions-nous devant de grandes difficultés. Tout simplement parce que aujourd'hui, je rappelle que la France accueille 10 fois moins de réfugiés ukrainiens que l'Allemagne. Elle en accueille 20 fois moins que la Moldavie. Donc aujourd'hui, la mobilisation correspond en gros au nombre d'arrivées. Ouais. Demain, si la crise devait perdurer, nous pourrions être en difficulté et ça supposerait d'autres mesures de la part du gouvernement qui, jusqu'ici, réagit évidemment très bien, tout comme la société civile. Ouais. Gérard François Dumont, il faut effectivement, vous l'avez évoqué, mais peut-être le détail, ce sont d'abord les pays les plus proches de l'Ukraine qui portent le poids de cette solidarité aujourd'hui. D'abord la Pologne. Pour deux raisons. D'abord, tout simplement en raison de la proximité, c'est-à-dire toujours quand il y a un exode de population, les populations quittent leur territoire pour aller vers le premier territoire où ils pensent que leur sécurité est assurée et donc leur survie possible. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est l'importance de la géographie des diasporas. Il faut quand même préciser que l'Ukraine est un pays qui avait 51 millions d'habitants en 1990, qui n'en a plus que 41 millions à la veille de la guerre. Donc c'est déjà un pays qui se vidait de sa population avant la guerre. Donc c'est un pays qui se vidait de sa population parce que malheureusement, elle ne parvenait pas à un bon développement économique. Pour prendre un exemple simple, la Pologne, en 1990, le niveau économique de la Pologne et de l'Ukraine, semblable. Aujourd'hui, le niveau économique de la Pologne, 3 fois plus élevé que celui de l'Ukraine. Donc les gens partaient parce qu'ils désespéraient dans le développement économique de leur pays. Et donc nous avions des millions d'Ukrainiens qui étaient à l'étranger, notamment bien sûr en Pologne. Et donc effectivement, pour la première vague, je dirais que l'accueil a été, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, plus simple, dans la mesure où la première vague, ce sont des personnes qui ont rejoint des membres de leur population qui étaient déjà à l'étranger. Et puis maintenant, nous arrivons dans une deuxième vague, c'est-à-dire avec des Ukrainiens qui n'ont aucun référent à l'étranger, ni un frère, ni un cousin, ni un voisin. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui va être encore plus complexe, c'est que nous avons eu dans l'histoire d'autres exodes de population où c'était des familles entières qui partaient. Mais là, en réalité, comme vous le savez, ce sont les mamans, leurs enfants et les personnes âgées. Et les hommes adultes de 18 à 60 ans restent en Ukraine pour combattre contre l'invasion. Donc, d'un point de vue psychologique, nous avons en fait des familles séparées. Donc, il faut évidemment s'occuper de leur accueil matériel, comme cela a été très, très, très bien dit, mais il faut aussi prendre en compte toutes ces dimensions psychologiques qui vont être très difficiles à prendre en compte, puisque ce sont des familles dont les maris, pour être simples, sont au combat. David Robert, je me tourne vers vous. Singa, c'est une organisation mondiale et qui aide les réfugiés à trouver du travail, à créer leur entreprise. Et ils sont très nombreux à le faire, à trouver évidemment un logement en accord avec les populations locales. C'est vraiment le cœur de votre activité. Quel conseil vous donnez, là, on a tous réagi à ce chiffre de 91 000 Français. Quel conseil vous leur donnez? C'est un engagement peut-être de plus longue durée que ce qu'ils imaginent aujourd'hui? Exactement, merci. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de faire durer cette mobilisation citoyenne.
d'une façon assez, je pense, facilement compréhensible. Une mobilisation citoyenne, quelqu'un qui ouvre sa porte pendant plusieurs mois va avoir beaucoup plus d'impact que plusieurs personnes qui ouvrent leur porte pendant quelques jours ou quelques semaines. Tout l'enjeu des programmes d'accueil qu'on a développés chez l'habitant, déjà il faut remettre les choses dans leur contexte. L'accueil chez l'habitant, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui n'a de valeur que si c'est effectivement sur le temps long. Parce que c'est quelque chose qui est fort dans la mesure où ça développe le réseau social autour de la personne accueillie. Et puis ça change aussi la posture de l'accueillant, ça permet de mieux comprendre ce qu'est la migration, ce qu'est l'accueil dans un pays. C'est bénéfique pour tout le monde à condition d'être sur du long terme. Par rapport au dispositif d'hébergement traditionnel, il faut garder en tête que l'accueil chez l'habitant, ce sera quelques milliers de places pendant un an. Parce qu'effectivement, quand on parle d'une place d'hébergement, on en parle pendant une certaine durée. Il faut comprendre qu'on doit compter un peu de la même manière sur des places chez l'habitant. Pour mettre bout à bout des moments chez l'habitant, c'est important d'avoir effectivement un délai le plus long possible. Nous, on préconise aux familles accueillantes de ne s'engager qu'à partir de 3 mois minimum. C'est très important pour la personne de retrouver une stabilité et aussi parce que c'est en étant chez l'habitant longtemps qu'on pourra avoir une sortie vers l'emploi, vers le logement autonome, effectivement plus durable, plus pérenne. Et c'est l'enjeu pour nous, mais l'accueil chez l'habitant, il faut garder en tête que c'est une petite proportion des disponibilités du schéma national d'accueil. Laetitia, ça vous fait Ça réagir? ne semble pas évident, ce temps long. C'est contre-intuitif. Moi, j'aurais dit plutôt que cet accueil comme ça spontané. C'est vrai qu'on en a tous autour de nous. Peut-être nous-mêmes sommes accueillants. Et plutôt un accueil d'urgence. Enfin, on pourrait s'imaginer que c'est un accueil spontané d'urgence pour justement une solution de long terme après. Alors, je vais vous donner la parole parce que votre expertise nous importe. Mais je reste avec David Robert là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce que vous, dans les premiers retours que vous avez, c'est plutôt des propositions effectivement d'accueil court en urgence qui reviennent vers vous? On a les deux. Les gens qui nous connaissent déjà, parce qu'on était un peu le programme référent en France d'accueil chez l'habitant, nous contactent plutôt pour du long terme. Donc là, on est exactement dans ce qu'on cherchait à avoir. Après, ce qu'il faut comprendre pour savoir pourquoi c'est effectivement un peu contre-intuitif, on l'admet tout à fait, et ça Pierre-Henri qui a l'expérience de France Terre d'Asile qu'il a dirigé pendant de nombreuses années pourra le raconter, quand on fait rentrer quelqu'un dans un dispositif d'hébergement quel qu'il soit, il faut aussi prévoir sa sortie. Et donc en fait, faire rentrer quelqu'un chez l'habitant pour 3 semaines, c'est finalement ne répondre qu'à un tout petit moment du besoin. Et d'où l'intérêt de trouver des dispositifs qui soient collectifs ou individuels, des dispositifs d'hébergement qui soient effectivement sur du plus long terme. Et donc c'est contre-intuitif. On sait qu'il y a une grande proportion de personnes qui s'apprêtent à accueillir quelques semaines et qu'on va essayer de sensibiliser, convaincre en disant « Votre élan de générosité, il est magnifique, il est absolument magique. Et maintenant, peut-être prenez un peu plus votre temps pour réfléchir et pour pouvoir accueillir plusieurs mois au lieu de plusieurs semaines, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'impact et aussi vous allez avoir sans doute une colocation plus riche et plus belle à la fin. Pierre-Henri, c'est important de préparer, je retiens ce que vient de dire la sortie, quoi. C'est-à-dire que là aussi, on peut se dire c'est contre-intuitif, on est généreux, on accueille du monde, mais il faut déjà se préparer au moment où ils vont repartir. Oui, je partage totalement ce qui vient d'être dit, parce que tout simplement, si vous accueillez les personnes sur la distance, au-delà de l'hébergement d'urgence, d'un toit sur la tête, de pouvoir se nourrir derrière, et il y a des questions beaucoup plus lourdes. L'accès à un logement, l'accès à un emploi, parler la langue du pays d'accueil. Donc ça suppose des compétences que les personnes n'ont pas forcément. Au-delà de la générosité, il y a à se débattre avec les administrations. Ça prend énormément de temps. Il y a l'aspect psychologique que vous avez souligné tout à l'heure. Autrement dit, c'est une prise de relais par les professionnels. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de dire aux personnes qui aujourd'hui voudraient se mobiliser de ne pas le faire. Il s'agit simplement d'attirer l'attention des autorités politiques de ce pays. Aujourd'hui, je le dis clairement, nous ne sommes pas prêts
sur la durée. Aujourd'hui, nous avons répondu à un besoin d'urgence et on le fait très très bien. Mais si ce conflit doit durer, alors à partir de ce moment-là, ça demandera des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels d'hébergement beaucoup plus importants. Et puis vous avez aussi d'autres aspects, parce que vous avez un peu aussi un angle mort dans cet accueil. C'est vrai que pour la première fois, l'Union européenne a mis en place une mesure de protection temporaire pour tous les Ukrainiens qui fuient les bombes. On le détaillera dans un instant, ce statut. Mais il y a aussi des résidents étrangers qui avaient des courts séjours en Ukraine et qui sont aujourd'hui en France et qui ne bénéficient pas de cette protection temporaire. Je pense par exemple à un certain nombre d'étudiants qui aujourd'hui peuvent toujours se rendre dans les préfectures, mais qui ressortent sans titre ni droit. Ces questions-là vont se poser au fur et à mesure que, hélas, la guerre va durer. Là, vous prenez l'hypothèse d'un exode voilà, qui va durer des années, mais nul ne sait si... Des mois. Oui, mais vous me parlez d'emploi, etc. Mais par exemple, pour la scolarisation, c'est déjà le cas. Les enfants qui sont là, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu dans les classes, voilà, sont déjà en classe, évidemment, heureusement, etc. Donc ça se fait très rapidement, finalement, dès leur arrivée, sont prises en place. Mais comme vous le dites, monsieur, les papas, les hommes sont restés dans le pays, donc on peut imaginer, on espère, que si une solution est trouvée, les familles... Espérons. Et c'est quand même le calcul, il me semble, de beaucoup de politiques français. En tout cas, quand ils en parlent, ils pensent justement au départ dans l'autre sens. Alors, Ayam Suro, sur la question de l'éducation, tiens, j'aimerais bien vous entendre l'importance il y a deux choses, de la scolarisation des enfants, mais même aussi, on l'a entendu, ouvrir des places, par exemple, en université, parce qu'il y a des jeunes étudiants qui font partie de ces familles qui arrivent en France. Oui. Maintenant, vous savez, nous ne sommes pas prêts. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, parce que la guerre est. Donc, on a le droit de le dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous ne devons pas nous donner le droit de dire nous ne sommes pas prêts. Nous devons nous rendre prêts. Voilà. Vous voyez, nous devons nous rendre prêts. Parce qu'on ne peut pas dire, écoutez, arrêtez tout de suite, nous ne sommes pas prêts. Non, c'est la guerre. D'accord. Non, mais nous ne sommes pas prêts. Vous voyez, je n'entends autour de moi que des récriminations contre à peu près tout le monde. Contre l'État qui n'était pas préparé, contre les personnes qui sont d'une compassion excessive, tous les volontaires qui ont pu accueillir des Ukrainiens chez eux, faire la route jusqu'à la Pologne, etc., de manière assez, en effet, émotionnelle, vous voyez, émue, etc. Ceci c'est la vie. C'est à nous d'accompagner ça, voyez, et non pas de juger ce qui a été fait. Je suis assez d'accord avec ce que disait David Robert, c'est David Robert, oui, c'est ça. Et Singa a ce type de volatilité. C'est une organisation assez étonnante comme ça, et qui peut justement observer ce qui se passe. Les Ukrainiens sont logés chez des personnes de manière spontanée, et donner des conseils d'accompagnement justement sur les besoins sociaux, la scolarisation, le danger de santé mentale, le soutien psychologique, les traumas de guerre, ce genre de choses, précisément à cause de leur volatilité. Nous devons le penser à neuf, parce que nous avons un petit peu en France perdu l'habitude de réfugiés immédiats, vous disiez les pays proches, provenant d'une guerre en cours. Et donc nous avons des habitudes d'action et des habitudes de pensée qui ont doucement été faites sur mesure pour des personnes qui avaient quitté des conflits plusieurs mois auparavant et qui venaient jusqu'à chez nous, c'est-à-dire 10 000 kilomètres plus loin de chez eux, c'est pas limitrophe, reconstruire une vie. Et donc nous avons un accueil pour les réfugiés, et ça c'est un peu dans l'esprit des institutions, du gouvernement. Il faut essayer de secouer ça et de voir la situation ukrainienne de face. D'intégration. C'est-à-dire que nous confondons l'asile avec un dispositif d'intégration, alors qu'il est aussi, c'est la définition du dictionnaire, une mise à l'abri. Oui. Et ce que j'ai vu, les Ukrainiennes que j'ai pu voir, c'était des femmes accrochées sur leur téléphone parce que leur fils de 18 ans et leur mari est au front, que leur maison leur est tombée sur la gueule, en flammes, etc. Et c'est une situation où, en fait, le logement pérenne, apprendre le français et trouver un travail est évidemment une question qui risque de se poser dans la durée. Et moi, je suis comme vous, c'est-à-dire le plus pessimiste possible comme hypothèse de travail. Oui.
Mais il faut malheureusement penser l'instant là maintenant. D'abord l'urgence. Il vaut mieux travailler. D'abord l'urgence et anticiper la suite. Un mot de réaction. Effectivement, il est important de bien préciser que nous n'avons jamais géré ce genre d'événement. C'est-à-dire que dans le passé, nous avons géré des demandes d'asile. Nous avons géré un certain nombre de sauvetages de Vietnamiens dans les années 75-79 via les camps de Thailand ou les Boat People. Mais c'était des situations où nous accueillons des populations qui allaient définitivement s'implanter sur le territoire français. Là, c'est évidemment pas l'objectif de ces populations. Et comme nous ne l'avons jamais fait, nous ne savons pas le faire. Et nous ne savons pas le faire notamment parce que nous avons des réglementations beaucoup trop compliquées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à supposer que malheureusement ce conflit dure et que ces personnes doivent rester à l'étranger plus longtemps que prévu, cela supposera forcément un certain nombre de moyens matériels en matière d'école, en matière de logement, en matière d'accueil social. Or, je termine là-dessus, nous avons des réglementations beaucoup trop complexes et moi je dis que si ça dure, il faut absolument qu'il y ait des ordonnances qui simplifient les réglementations pour qu'on puisse mettre en place les structures matérielles et humaines susceptibles d'accueillir ces populations. Eh ben, je vais poser cette question-là justement à un élu, un maire, Vincent Chauvet, qui est maire d'Autun. On est en Saône-et-Loire. Autun, c'est quoi? Autour de 13 000 habitants, c'est ça? Absolument. Si j'ai bien regardé en préparant l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gérard-François Dumont sur la complexité finalement du cadre réglementaire de l'accueil des réfugiés en France? Alors, il y a des irritants, si on veut, notamment, par exemple, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, comme les permis ukrainiens qui ne sont pas reconnus en France, et donc des gens qui viennent avec leur voiture, en théorie, n'ont pas le droit de conduire en France. Mais moi, je sors à l'instant d'une réunion interministérielle avec Joël Giraud et Marlène Schiappa. Il y a une foire aux questions, une FAQ qui a été mise en ligne, et tous ces points sont en train d'être traités, et avec une rapidité assez étonnante. La ville d'Autun était très impliquée dans les années précédentes sur l'accueil de réfugiés syriens et de femmes yézidis réfugiées irakiennes. C'était un peu plus long. On était sur des programmes de réinstallation. Il y avait certaines choses qui allaient plus vite, notamment la mobilisation des logements du parc social. Mais il y avait aussi certaines choses qui prenaient quasiment un an. Il y avait un an d'accompagnement pour ces familles, et notamment d'accompagnement administratif. Là, en une semaine, ils ont un statut qui leur permet de travailler, d'avoir une couverture sociale minimale, de pouvoir prétendre aux aides au logement, et d'avoir une existence légale en France pour au moins 6 mois, ce qui est quand même incroyable. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que l'État soit aussi rapide. Et puis derrière, c'est comme pour la crise du Covid. Les maires étaient déjà en train de fabriquer des masques dans les gymnases quand l'État n'est pas encore réquisitionné des masques chirurgicaux. Bon, là, on est sur effectivement des élus qui, partout en France, et notamment dans les petites villes, se sont mobilisés quand l'État arrive en deuxième rideau, mais ça se met en place. Mais on sait faire, on est en train de faire sur les Afghans. Il y a toujours des Afghans qui arrivent en France qui sont toujours accueillis. On l'a fait sur les Irakiens, les Syriens, et on voit que des villes qui ont eu notamment l'expérience de ces programmes depuis quelques années sont parfaitement outillées pour accueillir des populations déplacées ukrainiennes. Restez avec nous, hein. J'ai pas mal de questions à vous poser, Vincent Chauvet, je reviendrai vers vous dans un instant, mais je voudrais que Fanny, qui nous rejoigne tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Fanny, bienvenue, puisque effectivement on va parler de ce statut particulier pour les réfugiés ukrainiens. Expliquez-nous. Oui, effectivement, selon les chiffres donnés cet après-midi par Jean Castex, on compte aujourd'hui en France près de 26 000 réfugiés ukrainiens, et en Europe, ces réfugiés ukrainiens peuvent bénéficier d'un statut spécifique. C'est le statut européen de protection temporaire dont vous avez parlé à l'instant. La protection temporaire, c'est un dispositif prévu par l'article 5 de la directive européenne du 20 juillet 2001. Ce statut a été adopté suite à la guerre en ex-Yougoslavie, et le 4 mars dernier, le Conseil européen a décidé d'en le mettre en œuvre, et c'est donc la première fois que ce statut est utilisé depuis plus de 20 ans donc après sa création. Pour bénéficier de cette protection temporaire, il faut simplement avoir la nationalité ukrainienne, et ensuite donc ces Ukrainiens et leurs familles bénéficient de ce statut pour 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans. Le 8 mars dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était auditionné par la commission des lois du Sénat, la commission des affaires européennes. Il était interrogé sur cette crise et sur ce statut. Je vous propose de l'écouter. Pour les pays d'accueil, parce que les Ukrainiens n'ont pas vocation, sauf évidemment
difficulté géopolitique majeure qui va durer des années, mais nous souhaitons tous que la paix revienne en Ukraine. Et nous pensons que l'échelle d'années qui nous est permise par la protection temporaire nous permet d'imaginer une solution malgré tout politique à cette situation évidemment militaire particulièrement difficile et n'est pas comparable avec ce qui se passe en Syrie ou en Afghanistan et que les Ukrainiens eux-mêmes ont vocation à retourner en Ukraine, c'est ce qu'ils demandent en premier. Et donc il nous fallait un système de protection qui ressemblait à l'asile mais qui n'était pas l'asile, qui était beaucoup plus long à obtenir puisque la protection temporaire sera beaucoup plus rapide vu que les événements que nous connaissons sont soudains et sont évidemment étaient en tout cas imprévisibles. Au cours de cette audition, le ministre a notamment évoqué le nombre de places d'accueil disponibles, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc, c'était le 8 mars dernier. Selon le ministre de l'Intérieur, on dénombrait alors 10 798 places d'accueil pour ces personnes. Mais on vient de l'entendre, Jean Castex a annoncé que la France serait en mesure d'accueillir près de 100 000 réfugiés ukrainiens, voire plus. Jean Castex qui donnait cet après-midi le chiffre de 10 500 Ukrainiens qui ont obtenu justement ce statut européen de protection temporaire. Concrètement, il donne accès à plusieurs choses, et cela dans tous les pays de l'Union européenne, un visa, un travail, un logement, des soins, évidemment, avec l'assurance maladie en France, certaines aides sociales. Et puis, ce statut permet de faire venir les conjoints, les enfants des enfants, vous l'avez dit, qui ont accès à l'école en France. Alors, on rappelle enfin que ces règles qui encadrent ce statut européen de protection temporaire ne représentent qu'une base. Ensuite, chaque État est libre de faire plus. Et en France, par exemple, là, on sait que la SNCF a annoncé la gratuité des transports pour les réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup. Cette mesure de la SNCF, ça vous a fait réagir, ça ? Oui, en fait, elle existe déjà dans d'autres pays. L'Allemagne l'a déjà décidé depuis au moins 3 semaines. Donc, on ne fait en fait qu'imiter des décisions qui ont été prises, heureusement, par d'autres pays. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ce sont des bonnes décisions. Voilà. Mais en fait, on aurait pu le faire 3 semaines plus tôt. Vincent Chauvet, il y a combien de familles ukrainiennes déjà chez vous ? Combien de familles vous vous préparez à accueillir ? Et surtout, comment vous avez fait ? Nous, on a 65 personnes, à peu près une quinzaine de familles, principalement des proches d'Autunois. On avait une petite communauté russophone et ukrainienne, mais il y a aussi des Russes qui ont souvent de la famille en Ukraine et qui ont participé à l'accueil, à la traduction bénévole. Il y a la moitié des enfants aujourd'hui qui sont scolarisés, ça fait une dizaine d'enfants qui sont scolarisés, à la fois dans l'enseignement privé catholique qui a fait la gratuité des frais d'inscription et dans l'enseignement public. Par rapport à votre diapositive précédente, en France, la scolarisation est un droit inconditionnel, quel que soit le statut des enfants, et on n'a pas le droit de demander la régularité du droit au séjour pour scolariser. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays européens, mais même sans autorisation provisoire de séjour, ils auraient été scolarisés. Quant à la question tout à l'heure des étudiants, on a la question très particulière des étudiants libanais. Beaucoup d'étudiants libanais, notamment, faisaient des études de santé en Ukraine, et c'est un peu compliqué de retourner au Liban. Les autres étudiants peuvent retourner chez eux. Quant aux autres dans leur famille, quant aux autres étrangers qui étaient en situation légale en Ukraine, nous, sur 65 personnes, on a un Arménien et puis un Camerounais. Donc on est très loin des chiffres délirants de l'extrême droite qu'on a pu voir de 30%, en tout cas dans la population qui a été accueillie à Autun, c'est 2 sur 65. Eh bien ces personnes qui avaient un droit au séjour, soit parce que c'est des conjoints d'Ukrainiens, soit parce qu'ils étaient des travailleurs là-bas, sont aussi couverts par l'autorisation provisoire de séjour. Donc on ne laisse pas des gens à la porte de la France. Merci pour ce témoignage. On va parler un peu des enjeux politiques. Vous avez évoqué l'extrême droite. Évidemment, on est en pleine campagne présidentielle et voilà, cet afflux de réfugiés, il a donné lieu à plusieurs prises de position. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour, c'était jeudi dernier. Moi, je veux bien accueillir temporairement les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont nos frères européens et chrétiens. Je ne veux pas que profitent de cela des immigrés africains, algériens, etc., qui profiteraient de ça. Laetitia, cette invasion de l'Ukraine, cette question de l'accueil des réfugiés, ça a aussi poussé Marine Le Pen à assouplir son discours, on va dire ça comme ça. Oui, alors elle dit dans le fond un peu ce que dit Éric Zemmour finalement, mais pas de la même façon. Voyez-vous, elle a quand même commencé depuis plusieurs années ce processus de normalisation, donc elle en profite et elle tire profit de cette crise pour effectivement banaliser sa position, mais comme le font les premiers ministres polonais et hongrois. Je vous rappelle qu'en novembre, ces images-là, à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, c'était d'autres migrants, c'était des migrants qui venaient du Moyen-Orient, ça a quand même posé un énorme problème. Et là, Pologne et Hongrie ouvrent leurs portes parce que ce sont des voisins immédiats et parce que, effectivement, ils ont décidé de changer totalement leur discours, leur image, leur positionnement.
Emmanuel Macron. Non, Marine Le Pen fait exactement la même chose. Et donc, elle brandit dans toutes les interviews la Convention de Genève comme un peu le sésame pour dire il faut accueillir tous les Ukrainiens. Mais quand on lui demande pourquoi son parti avait refusé l'accueil des Syriens, qui eux aussi sont protégés par la Convention de Genève, écoutez ce qu'elle répond. Peut-être on se prive aujourd'hui d'accueillir précisément dans des conditions dignes des gens qui, pour le coup, correspondent exactement, je veux dire, au statut de réfugiés de guerre. Je veux dire, les Ukrainiens, il n'y a pas de discussion possible. Ils sont véritablement des réfugiés de guerre. On le voit d'ailleurs, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées qui fuient la guerre. Mais a-t-on aujourd'hui les moyens d'en accueillir 100 000 dans des bonnes conditions, compte tenu du fait que notre pays a accueilli de manière anarchique et massive des migrants du monde entier? Ça n'est même pas sûr, et c'est bien triste, parce qu'en fait, les vrais réfugiés sont du coup, je pense, les victimes du laxisme des dernières années. Alors, elle répondait également que, en fait, les Syriens étaient en majorité des hommes qui profitaient de cet exode pour s'installer durablement en France. C'est pour cela que nous en avons parlé en début de plateau. Or, c'est faux, puisque environ 40% des demandes de protection venant des Syriens étaient faites par des femmes. Et France Info a décrypté tout ce que disait Marine Le Pen. Je vous invite à aller le voir et vous voyez que son discours est un peu à nuancer finalement. Mais alors, si on l'entend, les Ukrainiens seraient plus acceptables. Oui, c'est comme disait Éric Zemmour finalement. Elle ne dit pas européen et chrétien, elle dit juste européen. C'est aussi faux. Mais bon, voilà. En tout cas, elle a trouvé ce terme pour dire, voilà, c'est plus acceptable. Et bien sûr, évidemment, son discours lacère. On est à moins de 3 semaines du premier tour. Elle est, encore une fois, dans ce processus de banalisation. Et ces points-là, Thomas, comptent double. Oui. Alors, vous êtes nombreux à vouloir réagir. Je commence avec vous, Gérard-François Dumont. Oui, je voudrais peut-être un peu nuancer l'idée que la Hongrie ou la Pologne auraient changé à la suite de cette invasion par la Russie de l'Ukraine. En réalité, bien avant cette invasion, ces deux pays avaient des relations très étroites avec l'Ukraine. Et en particulier en Pologne, il y avait plus d'1,5 million d'Ukrainiens. Et ils étaient accueillis, je veux dire, tous les jours et sans problème. Donc il n'y a pas eu un changement de la part de la Pologne. De la part de la Hongrie, moi j'ai eu l'occasion par exemple de me rendre à Debrecen, qui est la deuxième ville de Hongrie, à l'est de la Hongrie. Les relations de l'est de la Hongrie avec l'Ukraine sont extrêmement étroites. Et quand vous arriviez à cette gare de Debrecen, quel était l'endroit où il y avait le plus de monde? Eh bien, c'était le guichet où il fallait changer son argent ukrainien pour de l'argent permettant d'acheter en Hongrie. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est pas vraiment un changement significatif. Simplement, l'existence de cette diaspora explique en outre leur capacité d'accueil. Mais ça pose tout le problème de l'Union européenne, puisqu'il serait quand même assez normal, justement, qu'au titre de la solidarité, les pays qui accueillent le plus d'Ukrainiens soient aidés par l'Union européenne. Et de même que les maires, à mon sens, les maires devraient aussi être aidés par le gouvernement. Alors que vous savez que dans le plan résilience, il y a 0 centime pour les communes. Mais je vais mettre les pieds dans le plat dans cette histoire. Pardon, mais moi j'ai le sentiment que c'est plus facile d'accueillir les Ukrainiens parce qu'ils sont blancs et chrétiens. Ce que dit Éric Zemmour. Bah oui, et moi ça explique, pardon, mais peut-être que je vais vous choquer, mais ça explique aussi les 83% de Français qui disent oui, il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. On ne peut pas faire l'impasse sur le fait que 30% des Français vont peut-être voter Éric Zemmour et ou Marine Le Pen. Mais ce n'est pas la Convention de Genève. La Convention de Genève signée par la France, la plupart des pays européens ne ça a à voir dans l'élan de générosité dont on parle depuis le début de ce débat. Mais je dis pas que la Convention de Genève en fait, je dis pas que moi j'en fais, je dis que dans la réaction d'une partie de l'opinion française... Nous devons combattre cela. Absolument, d'accord, mais ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Je voudrais vous dire quelque chose. Non. On ne fait pas comme si ça n'existait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne le vois pas du tout comme ça. Ouais. C'était ce que j'ai vu et ce qui m'a réellement arrêté, vraiment arrêté, c'est quelque chose chez tous ces Français qui ont exprimé un élan de fraternité pour les Ukrainiens. Plus que ça, qui ont pris leur voiture le vendredi soir, qui sont allés à Varsovie les chercher. C'est quand même hallucinant, sans parler un mot de russe. Non. C'est que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais quasiment perdu, c'est que l'asile a une dimension politique.
Oui, l'Ukraine défend nos valeurs démocratiques, et donc il y a une partie de cette réaction. Il y a une dimension politique de l'asile. Les Français ont agi. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas exprimé de l'émotion. Ce ne sont pas des enfants qui tout d'un coup, ils ont agi. Ils ont même agi sans savoir comment cette histoire allait finir. Et une chose m'intéresse aussi chez les Français, est que je n'entends pas dans le discours d'un monsieur Zemmour ou de madame Le Pen, et qui pourtant se prétendent si français. Il y a quelque chose, moi, étrangère, à laquelle je suis extrêmement sensible chez les Français, c'est cette capacité de se montrer fraternel pour n'importe qui. Or, les Ukrainiens, pour les Français, c'est n'importe qui. Nous n'avons pas de rapport extrêmement précis avec les Ukrainiens. Non, mais parce que quand attendez, juste à Kaboul, quand les talibans ont repris Kaboul, et dans toutes les enquêtes d'opinion, il y avait une inquiétude majoritaire dans l'opinion publique française de l'arrivée d'Afghans massive. Et donc vous voyez bien la différence, parce que c'est pas la même culture, parce que peut-être que c'est faux, hein, mais dans l'imaginaire collectif, ça n'a pas du tout le même impact, du tout. Voilà, c'est sûr. Et ça n'est pas parce que ça n'est pas la même chose. On est d'accord. Mais le paramètre culturel, il joue. Nous l'avons. Si nous regardons quelle a été la principale migration dans le monde avant celle de l'Ukraine, et il joue en Pologne. C'est celle du Venezuela, avec 5 millions de Vénézuéliens qui ont quitté ce pays. Eh bien, on a bien vu les efforts qui ont été faits par la Colombie, notamment, et les autres pays voisins, pour les accueillir sereinement, parce qu'ils considéraient que ces Vénézuéliens étaient un peu de leur même culture. Et d'ailleurs, déjà, c'est la même langue. Je vous laisse finir, allez-y. Et ensuite, donc le paramètre culturel, il a forcément... Allez-y, mais rapidement. Ce qui m'a frappé dans l'accueil des Ukrainiens, c'est de voir s'activer, se réveiller en France des mémoires d'exode, de migration des parents, des grands-parents. Ça, ce sont les histoires que j'ai entendues parmi le réseau, notamment, par exemple, les Français d'origine russe, polonaise, roumaine, etc., qui se sont réveillés parce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient vécu quelque chose de similaire. C'est ça, un peuple. Vous voyez, et la fraternité des Français, elle est faite de ça. Mais je vais dire une chose assez banale, c'est que les valeurs de l'Union européenne ne sont pas à géométrie variable. Et que, bien sûr, j'entends le paramètre culturel. Mais vous avez raison de constater. Et d'ailleurs, je constate que la Hongrie et la Pologne, auparavant, refusaient absolument toute répartition des réfugiés sur leur territoire, et qu'ils sont rentrés en conflit de manière très forte avec le reste de l'Union. Et aujourd'hui, ils ne demandent pas de répartition, mais attention au discours qui est diffusé aujourd'hui dans l'opinion publique par une extrême droite très puissante, et qui tend effectivement à faire cette différence. Il y a aujourd'hui en France un certain nombre de gens qui sont réfugiés et qui estiment être traités différemment des réfugiés ukrainiens. Si vous allez du côté de Briançon, si vous allez du côté de Calais, vous avez un certain nombre de gens avec des situations extrêmement délicates, précaires, où les gens ne sont pas pris en charge. Et le devoir des humanistes, le devoir des Européens, c'est de faire en sorte que ces valeurs s'appliquent toujours, tout le temps. Et nous devrons le rappeler à la Pologne et à la Hongrie une fois le conflit terminé. Un mot de conclusion pour vous, David Robert. Je reprends ce que disait Ayam Suro tout à l'heure. Est-ce qu'on peut espérer que finalement le regard sur les réfugiés change durablement grâce à cette crise ukrainienne ? Je pense que c'est sans doute une des rares consolations de cette crise qu'on est en droit de prévoir tout à fait. Je voudrais deux choses, puisque vous m'offrez cette conclusion. La première, c'est de rappeler que pour, je dirais, pouvoir bâtir un socle de cet élan citoyen, il faut sans doute dire aussi que l'accueillant n'a pas la charge mentale de toutes les démarches administratives de la personne. C'est hyper important que l'accueillant construise une relation interculturelle, authentique, forte, qui lui permette d'éprouver ce que c'est que l'accueil.
Et à ce titre-là, il y a effectivement des professionnels de l'accueil qui s'occupent de toute la dimension administrative et sociale. Et il y a ensuite la réalité de cette relation que les Français vont vivre avec les Ukrainiens qu'ils accueillent. Et je pense que le fait d'éprouver cet accueil, c'est quelque chose que nous, on voit dans les premières réunions d'information qu'on mène avec les familles accueillantes. Jeudi dernier, j'ouvrais à Marseille. Très vite, vraiment un mot de conclusion rapide. Pardon, un mot de conclusion rapide. Les familles venaient en disant on voudrait accueillir des gens ukrainiens. Et on leur disait, vous savez, il y a des gens qui viennent du Soudan et d'Afghanistan sur nos listes d'attente. Et vous allez d'abord accueillir ces gens-là. Et 90% des gens nous disaient, bien évidemment, où avais-je la tête? Oui, effectivement, en fait, accueillir un Ukrainien ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. L'important, c'est d'accueillir. Donc, je pense que oui, ça peut éventuellement permettre de changer un peu les perceptions. Merci. On va terminer sur ce message d'espoir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Gérard François Dumont, je rappelle le titre de votre livre, Géographie des populations. C'est publié aux éditions Armand Collin.